On retient l'actualité qui cristallise aujourd'hui les attentions, celle liée à l'affaire Steve Amoussou. Le secrétaire général du gouvernement togolais a déclaré que les ravisseurs de Steve Amoussou arrêtés à Lomé et jugés au Bénin ne pourront être plus poursuivis par le Togo. Alors, vous l'avez suivi, hein? Quelle est votre première réaction suite à cette déclaration? Eh bien, j'imagine que la question m'est adressée, Samuel. Oui, bien évidemment. D'accord. Écoutez, non bis in idem, c'est une expression latine vieille comme le monde à la limite et à la base du droit moderne. C'est que, et cela transparaît dans toutes les législations, quand on parle d'état de droit aujourd'hui, à travers le monde, nul ne peut être jugé pour les mêmes faits, pour la même chose, si vous voulez, deux fois. C'est un des principes fondateurs de l'état de droit et de la garantie des droits civils et politiques des citoyens de par le monde. Donc, au-delà d'une déclaration du secrétaire général du gouvernement togolais, c'est plutôt un emprunt à une règle d'ordre universel et général, dont on pourrait débattre de la contextualisation en une certaine posture, c'est vrai, mais du point de vue du principe, c'est une évidence pour le même fait, et surtout que nous sommes ici dans le principe de l'extraterritorialité, parce que nous sommes entre deux États. Pour rien au monde, il ne faut revenir sur les mêmes faits devant les juridictions et condamner des personnes pour les mêmes faits. Juste que, dans le contexte présent, dans la situation en l'espèce, vous voyez une justice béninoise expéditive, à la limite, dans le procès de Steve Amoussou, au lendemain des déclarations du procureur de Lomé dans son communiqué télévisé, qui accablait, émettait un mandat d'arrêt international contre 4 personnes, dont des nationaux béninois. En ce moment, Steve Amoussou était déjà aux mains de la justice béninoise. Les ravisseurs ont été interpellés précipitamment dans une procédure dans laquelle même les avocats se surprenaient de se constituer hardiment pour leurs clients, et des condamnations pour moi très légères. Je ne suis pas pour une criette décriée dans la dose qui est souvent la posologie attribuée aux gens et même décriée avec des insultes nationales, la part en droit, des condamnations. Bref, on a voulu couper les herbes sous les pieds, ou même, si vous voulez, on a voulu précipiter la justice togolaise à un moment donné avec la célérité des événements de Cotonou. Donc, bref, on a réussi son coup. Hein, si on a été mal inspiré en rédigeant un scénario vraiment mal cousu sur la question des ravisseurs, de Ronvi aux mains de la justice béninoise, de la façon dont la justice béninoise profite du usufruit d'un acte criminel extraterritorial comme celui-là, on a au moins trouvé la bonne inspiration pour rapidement organiser ce procès qui possibilite aujourd'hui l'état togolais. Donc, objectif atteint pour les commanditaires, on dira qu'ils sont des personnes privées, d'autres n'arrêteront pas de soupçonner la mainmise de ceux qui gouvernent à Cotonou aujourd'hui du point de vue de la qualité politique, des positions politiques de l'autre côté. Tant mieux peut-être pour ce compromis, cette entente, cette idée de dernière lutte entre nous. Donc je finirai sur cet aspect en disant que ma réaction est que ils en empruntent à la règle générale dans une affaire dans laquelle on aurait voulu quand même que les responsabilités soient très bien situées pour qu'on voit clair pour l'avenir, parce que personne n'est en sécurité quand les choses se passent si vite et que, je sais pas, hein, on était le 12 août, non? Aujourd'hui nous sommes le 6 novembre, donc en moins de 3 mois, que tout se nettoie tout aussi facilement. Vigile Avancé, vous l'avez suivi également cette sortie du secrétaire général du gouvernement togolais. Quelle est votre première réaction? Ma réaction, c'est que cela finit par fonctionner. Toutes les recommandations
à l'endroit donc des autorités de Cotonou à l'époque, qui, contrairement aux agissements, que ce soit sur le plan judiciaire, que ce soit sur le plan politique, on avait écouté à l'époque le Popadi étant consommé. Et donc, pour moi, c'est cette diplomatie, cette option politique qui a fini par fonctionner. C'est ça qui se traduit à travers les propos du porte-parole, ou du moins du secrétaire général du gouvernement togolais, qui se prononçait, puisque c'était le premier officiel togolais qui se prononçait publiquement sur le sujet, ne s'est pas montré autre mesure outrée par ce qui est arrivé, qui, disons, consommait, en alléguant donc ce principe juridique universel qui est vérifié, à savoir qu'on ne peut pas juger deux fois la même affaire dans plusieurs pays, ça ne se juge même pas déjà la même affaire deux fois. Et vous comprenez, ça coule du bon sens. D'abord, ce principe est dicté pour, on va dire, la discipline, pour éviter le désordre. Mais on a l'impression que Cotonou s'est saisi plutôt du principe pour rapidement se sortir d'affaire, à savoir juger donc ces personnes, notamment l'officiel qui, dans cette affaire, je me rappelle, je crois qu'il a été écouté en tant que témoin, n'est-ce pas, et rapidement mis hors de cause, les autres étant condamnés. Donc ça a été comme un genre de maquillage, vous l'aurez vu, n'est-ce pas, à travers la précipitation qui avait causé le procès en lui-même, les avocats qui, pour certains, n'étaient même pas informés, n'est-ce pas, qu'il avait un pareil procès à l'époque. Bref, pour moi, les autorités béninoises plus habiles ont saisi cela, et pour le reste, ils ont essayé de rattraper les choses politiquement et diplomatiquement, et cela a marché. Martial Agoliagbo, qu'est-ce qui a pu se passer? Non, mais écoutez, c'est la voix officielle qui a annoncé donc de ce fait ce principe. Également, il faut retenir que cette décision donc du secrétaire général du gouvernement togolais vise donc, je pense, à mon avis, à renforcer plutôt la fraternité entre le Togo et le Bénin, et soulignant également l'importance donc de la coopération bilatérale donc entre les deux nations. Et je pense que à travers cette sortie, je pense que les autorités des deux pays veulent continuer toujours donc à travailler plutôt ensemble pour la promotion de la paix et la stabilité dans la sous-région. Parce que vous savez très bien que lorsqu'il y aura une crise entre le Togo et le Bénin, ce n'est pas bon pour les deux pays. Donc c'est dire que la politique donc a pris le dessus, l'exécutif a pris le dessus, et pour faire taire désormais donc les situations, les polémiques, et éviter donc je dirais ce qui se trame donc des deux côtés. William Cliquant, qu'est-ce qui a pu militer à cette paix des braves? Alors, qu'est-ce que vous appelez paix des braves? Est-ce que je vois les choses de la même façon que vous? Je dirais non, parce que Lomé, je n'ai pas vraiment vu Lomé dans une position d'inquisiteur dans cette affaire. Je le disais, c'est la toute première réaction de l'exécutif togolais depuis le démarrage de cette histoire. C'est-à-dire, jusque-là, nous avons le judiciaire togolais, par l'entremise du procureur de Lomé, qui a porté des charges et qui s'est donné les moyens de commettre une instruction contre des personnes impliquées dans un acte délictuel, criminel, disons-le comme ça, au Togo. Maintenant, dans le même contexte, ça a bavardé assez à Cotonou, bonne récupération politique du côté des opposants, bonne récupération politique des détracteurs du pouvoir, aussi par endroit. Bonne campagne médiatique pour certains qui ont gardé leur silence pendant longtemps, parce que peut-être qu'ils ne savaient pas ce qu'ils allaient dire pour justifier un acte si bizarre par endroit. Bref, ça a donné lieu à toutes les supputations, et ici on en appelait à éviter un énième ou
une énième escalade diplomatique avec, je ne sais pas, le dernier voisin avec qui on n'avait pas encore maillé à partie peut-être. Parce qu'entre-temps aussi, il y avait des antécédents côté Bénin-Niger, je dis Bénin-Niger, Bénin-Togo, pour des affaires politiques que vous connaissez. Donc, bref, jusque-là, Lomé ne parlait pas. Lomé, la voix officielle pour le volet politique et diplomatique qui était l'exécutif, ne s'était pas encore élevé jusque-là. La seule fois où on entend maintenant, c'est dans cette interview avec Babislas Boton, notre compatriote, et c'est sur ce ton d'apaisement, c'est sur ce ton de écoutez, ce n'est pas un drame, si le Bénin dit que ce n'était pas lui, alors ce n'est pas le Bénin, donc ce sont des individus isolés, ce sont des nationaux qui ont joué les égarements. L'État togolais a préféré ne pas jouer l'incidence parce que on pourrait se demander comment, et ça c'est la plus grosse question qui se pose ici à Cotonou, comment est-ce qu'une infraction si isolée mais bien orchestrée à ce point et ayant réussi en coup de maître comme celle-là, cette infraction, puisse profiter en quelques petites minutes ou dans les heures qui ont suivi à la justice béninoise qui a dû ouvrir une information judiciaire contre son citoyen, qui l'a accablé de près d'une demi-douzaine de chefs d'accusation actuellement et l'individu est en détention. Donc bref, cette célérité, cette osmose, une idylle qui ne dit pas son nom avec la justice béninoise dans une affaire qui quand même de base serait un acte de personnes privées et isolées, tout ça était interrogateur et remettait en cause ce film hollywoodien qu'on nous racontait. Mais attention, le Togo a préféré ne pas voir de ce côté. Le Togo a préféré ne pas lire les choses sous cet angle. Le Togo a préféré s'en tenir aux déclarations purement officielles des autorités, non seulement judiciaires, mais aussi comment on appelle, exécutives du Bénin. Le Togo n'a pas voulu tabler sur les autres moyens pour peut-être revenir sur l'affaire dont dispose l'État togolais. Le Togo non plus n'a voulu revenir sur la nature des condamnations qui sont tombées. Donc bref, il y a eu des discussions politiques. Il y a eu la confirmation après un long suspense, après, qu'est-ce que je vais dire, après un silence. Le Togo est resté en observateur, sans agir. Et l'agissement unique qui venait était un acte qui était peut-être plutôt dans le sens de la conciliation. Tant mieux, hein, relation entre les deux pays, c'est une discorde de moins. Il n'y avait que les pyromanes anti-patriotiques ou anti-patriotes qui voudraient que ce soit une escalade. Tant mieux pour les relations entre les gouvernants. Si ça fait les poignées de main entre les personnalités au plus haut niveau de l'État, entre de Porto Novo à Lomé, tant mieux. Mais tant pis pour la sécurité des uns et des autres, parce que pour les intérêts, non pas forcément des États, parce que j'inclus dans État citoyen, pour les intérêts des gouvernants, on peut rapidement s'entendre et parfois passer l'éponge sur des questions qui pourraient être quand même préjudiciables pour la sécurité des uns et des autres. Est-ce que demain, si quelqu'un me prend moi, parce que je suis critique de Faure Gnassingbé, de la façon dont il a procédé pour, bref, éternellement rester au pouvoir, en avoir la possibilité aujourd'hui, avec toutes les analyses critiques que j'ai faites en plateau sur cette question, si quelqu'un s'en prend à moi aujourd'hui, que je me retrouve sur le territoire togolais et que des choses se passent, vous me direz que les cas de figure ne sont pas les mêmes, mais que le contexte se reprenait peut-être, c'est au détriment de ma sécurité, vice-versa. Bref, je vois pourquoi vous l'appelez père des braves, mais c'est une entente des gouvernants, donc de ceux qui avaient intérêt à le faire. Et je finis, Samuel, sur cet aspect. Le Togo aussi peut-être était un peu mal placé pour jouer les grands accusateurs, parce que vous voyez, sur le territoire et dans la même interview avec Babislas Boton, il s'était agi de la question de la sécurité de Guy Marius, le député sénégalais agressé sur le territoire. Eux aussi, la ligne défensive était la même à la ligne défensive du Barça depuis ce début de la Liga, c'est-à-dire le jeu des hors-jeux. Eux aussi, ils ont dit qu'ils n'étaient pas commanditaires et que ce sont des particuliers togolais qui l'ont fait. Au moment où le Sénégal réclame justice, c'est le débat qui se tient. Donc, ils seraient en parfaite contradiction avec eux-mêmes s'ils se mettaient dans cette posture avec Cotonou. Donc, bref, en tout temps, voilà un grand concours de contexte conjoncturel, permettez mon pléonasme, pour justifier combien le volet politique
permettre d'oublier un peu l'essentiel des droits des citoyens. Et c'est quand même dommage. Vigile Avancé, qu'est-ce qui a pu bien se passer pour que Lomé aujourd'hui baisse le ton et rassure qu'il n'y aura pas de poursuite judiciaire contre les personnes jugées au Bénin? Sans doute, on ne le saura pas de sitôt, de manière concrète, mais pour tout résumer, comme je le disais tantôt, on a dû trouver à ce problème, ce malaise-là, des solutions diplomatiques, des solutions politiques, et c'est ça qui a fonctionné. On ne peut pas dire exactement ce qui a pu se passer, sauf à être dans le secret des dieux. On ne soupçonne pas que le président de l'Assemblée nationale a joué un rôle quand on le voit le 1er octobre 2024 fouler le sol de Lomé, aller à l'Assemblée nationale de Lomé et puis chez le président Faure Gnassingbé. Eh bien évidemment, vous avez une piste très sûre de mon point de vue, et il ne peut pas avoir été à Lomé, n'est-ce pas, à l'ouverture de la session parlementaire, puis chercher à rencontrer le chef de l'État togolais sans évoquer un pareil sujet. Et donc, comme vous dites, comme je le disais tantôt, les choses ont été aplanies, et donc la solution a été trouvée politiquement et judiciairement. Donc cela va se mettre en forme pour la suite du procès de ces deux personnes toujours retenues à Lomé en prison. Martial Agoliagbo, une idée de ce qui a pu se dérouler? En fait, d'abord, c'est la pérennisation en fait du bon voisinage, parce que le Togo et le Bénin sont ensemble, et il est de bon ton que ces deux pays en fait baptisent donc les liens de coopération fraternelle. C'est d'abord la priorité. Alors à ce niveau-là, je pense que Christian Elinam Trimoa, le secrétaire général du gouvernement togolais, donc je dirais a fait cette déclaration pour mettre définitivement fin, je pense, à toute controverse sur donc cette question sur la validité surtout des mandats qui ont été émis contre donc ces Ce n'est pas le judiciaire qui a parlé, non? C'est l'exécutif. Non, mais écoutez, vous savez, il est vrai que on parle donc de la séparation du pouvoir, mais ne l'oublions pas, ici c'est une voix officielle, notamment l'exécutif en fait qui s'est prononcé. Et je pense que tout ceci donc contraste avec des opinions antérieures qui soutenaient, je pense que les mandats en fait demeurent en vigueur. Donc aujourd'hui, c'est qu'on a fait les polémiques, ces mandats ne demeurent plus, ne sont plus en vigueur, et ils ne seront plus jugés. Maintenant, l'essentiel, c'est de savoir notre compatriote en fait qui a été également arrêté et qui est en prison à Lomé, quel est son sort. C'est là où nous devons donc chercher à avoir donc des clarifications à ce niveau-là. Est-ce que ceux-là seront libérés, ou bien le Togo va les condamner et ils vont épuiser leur peine et sortir dans les années à venir? C'est la question en fait que nous devons chercher à savoir et en trouver donc des réponses adéquates à cela. William Klika, est-ce qu'il n'est pas important de se poser la question de l'état de la démocratie à Lomé quand on sait que le judiciaire de l'autre côté n'a pas encore dit son dernier mot dans cette affaire et que l'exécutif tranche de cette façon? Je comprends un peu Martial dans son analyse, mais attention, ce n'est pas forcément l'exécutif qui peut dire si le mandat est justifiable ou pas. On sait qu'il n'y a pas vraiment une grande frontière entre le judiciaire et l'exécutif. Mais le mandat d'arrêt est toujours en cours. Sa validité ne peut être éteinte que par la justice togolaise. La volonté politique exprimée par l'exécutif togolais est plutôt celle selon laquelle on ne va pas insister, parce qu'une chose est d'avoir un mandat d'arrêt en cours, l'autre chose est de l'exécuter. C'est-à-dire, le mandat d'arrêt était toujours en cours, cette déclaration n'est pas survenue, mais Wani Lomendega était à Paris, il y a eu poignée de main à l'Élysée entre lui et Emmanuel Macron. Donc, aujourd'hui, vous savez que selon les règles du droit international, notamment la Cour pénale internationale, aujourd'hui, Vladimir Poutine, le président russe, est sous mandat d'arrêt international. Vous voyez sa mobilité qui n'est pas compromise quelque peu. Donc, une chose est l'émission du mandat d'arrêt, l'autre chose est son exécution. Et du point de vue de l'exécution aujourd'hui, on voit un Togo timoré, un Togo qui ne veut pas y aller. Mais l'extinction du mandat d'arrêt, pour moi, relève des prérogatives
de la justice togolaise. De ce point de vue, on est en train de dire, bon, qu'est-ce que le judiciaire? Le judiciaire, et notamment le parquet, ce n'est que l'expression de la volonté populaire exprimée par la loi. La volonté populaire qui s'entend par la loi. Aujourd'hui, nous sommes dans le cadre d'une loi qui voudrait qu'il y ait coopération. Il n'y a pas eu coopération. Maintenant, l'exécutif, qui quelque peu a la légitimité d'être par représentation, par démocratie représentative, un bras armé également du peuple, l'exécutif dit non, je ne veux plus vraiment m'intéresser à la question. Donc de ce point de vue, vous pouvez voir l'inaction ou bien un classement sans suite de l'affaire du côté du judiciaire. Maintenant, quand vous parlez des relations qu'entretiennent les judiciaires et le législatif, nulle part au monde ces relations ne sont étanches. Vous savez, les frontières sont poreuses entre l'exécutif, le législatif et le judiciaire dans tous les États. Même le théoricien, l'éminent penseur français du XVIIIe siècle, théoricien et penseur de la séparation des pouvoirs, je veux parler de Montesquieu, lui-même a relativisé sa théorie selon laquelle, parce que le pouvoir doit arrêter le pouvoir, aucun État ne peut avoir un budget, si tant est que c'est le législatif qui doit voter le budget et que c'est l'exécutif qui doit le voter. Aucun État ne peut avoir un budget s'il ne doit jamais avoir un dialogue entre les deux. Aucun État n'aura jamais des lois qui ressemblent à ses citoyens s'il ne doit jamais avoir de discussion entre le judiciaire, c'est-à-dire ceux qui appliquent la loi, et qui est constitué par le ministre de la Justice, lui-même nommé, le garde des Sceaux nommé par le président de la République. Donc, tout ça, ça se parle entre l'exécutif et le judiciaire, ne voilons pas la face, ça discute, ça s'oriente. Vous savez, la politique pénale et judiciaire, mais a une orientation très politique. Si les gens s'en sont pris aussi bien criminels chez nous, avec une si grosse cavale récemment, c'est parce que il y a une politique pénale encouragée comme telle, non pas par le judiciaire forcément, mais venue de l'exécutif. Vous avez vu les justificatifs qui étaient avec, écoutez, les plaintes du bâtonnier Angelo Mpati sur les peines de la criette, et vous lirez le lien qu'il fait entre entre l'action de l'exécutif et celle du judiciaire. Donc, je sais que tous nous sommes d'accord sur ce principe selon lequel ce n'est pas un cas spécifique de la démocratie togolaise à laquelle j'en veux sous toutes ses formes, vous voyez, avec tout ce qu'on lui connaît, mais de par le monde, que ce soit ici à Conailleurs, ces petites, quand ces États sont de connivence, quand ces institutions sont de connivence, comme ça en est le cas la plupart du temps, ça donne lieu à cela. Mais je finis très rapidement, Samuel. Ce dialogue des juges et ce dialogue des institutions ne doit pas empêcher la manifestation de la vérité. La volonté politique ou non, ou les compromis diplomatiques ne doivent pas empêcher les justices des pays, des États, autant qu'ils sont, les exécutifs des États, de garantir aux citoyens leur sécurité. Ça ne sert à rien que les juges dialoguent, que les institutions dialoguent entre elles, qu'il y ait la coopération judiciaire ou non, mais que les citoyens ne soient pas en sécurité d'un côté ou de l'autre de la frontière. Et que si quelqu'un en veut, ou quelqu'un a des positions tranchées contre son frère, ou même si c'est l'État, ou si ce sont les gouvernants, que celui-là ne soit pas en sécurité, ou qu'il soit objet facilement de tout et de rien, et qu'après, en quelques jours, qu'on balaie tout ça du revers de la main. Honnêtement, je crois en la flexibilité et non en l'extrajudiciarité des États, mais je ne crois pas au bafouement des droits des personnes autant que nous sommes. Steve Amoussou, comme tous les Béninois, comme les 13 millions que nous sommes, nous avons le droit d'être en sécurité où que nous soyons, plus encore dans l'espace de où que nous soyons sur le Vigile avancé, compromission donc entre l'exécutif et le judiciaire de Lomé. Bon, si vous voulez, ça a toujours été ainsi. Le reste, ce n'est qu'illusion. Cela a toujours été ainsi, notamment sous les tropiques. Mais vous savez, j'avais dit, et je continue de dire que cette fin-là était prévisible. C'est, on va dire, d'ordinaire comme cela que ces genres de problèmes se résolvent. Donc c'est ce qui s'est passé, n'est-ce pas? Maintenant, il va falloir que les uns les autres sachent à quoi s'en tenir.
Quand j'entends William, et il a raison, n'est-ce pas, de tenir à la justice, au principe des droits humains et tout le reste, ça a toujours été comme cela. Malheureusement, je ne le dis pas pour soutenir ou pour justifier la chose. Donc, il va falloir que les uns les autres, notamment des profils comme celui de Steve Amousou, sachent à quoi s'en tenir. On reviendra sur les implications politiques et judiciaires de cette affaire vigilance. Okay. Martial Agoliabo, finalement, on méprise un peu la justice togolaise quand l'exécutif prend le devant des choses. Mon cher Samuel, on aurait pu faire les choses illégalement comme le Bénin, non? Laisser la justice aller au bout sans intervenir. Mon cher Samuel, mais écoutez, j'ai suivi avec plaisir mon cher ami William tout à l'heure. Vous savez, qui est le président du Conseil supérieur de la magistrature? C'est le président de la République. Donc, à un moment donné, l'exécutif, d'accord, est en porte-à-faux avec le judiciaire. Est-ce que vous voyez? Donc, si éventuellement aujourd'hui l'exécutif décide en fait d'abandonner le sort à ce dossier, c'est qu'obligatoirement en fait le judiciaire va jouer le jeu. C'est ça la réalité des choses. Voyez-vous, si c'était en fait une voie non autorisée qui avait fait cette sortie, je pense que on pourrait dire que l'exécutif va jouer son rôle, mais le fait que c'est le secrétaire général du gouvernement togolais qui a fait cette sortie, c'est une voie très officielle. Donc je pense que à travers cette sortie, cette déclaration donc met désormais fin en fait à toute poursuite. Je ne pense pas que le judiciaire va revenir en fait sur ce dossier. Je ne pense pas. William Cliquant, le sort des Béninois arrêtés par la police togolaise dans cette affaire. Ah, il a le sort. Il a la couleur de vieux Béninois qui sont revenus sur le territoire. Donc, vous savez, par principe de territorialité, la justice togolaise est compétente pour instruire, poursuivre l'affaire, rendre des décisions, des jugements et des arrêts dans n'importe quel sens. C'est-à-dire la couleur des décisions de justice de Cotonou relativement à ces faits n'est pas une orientation et ne peut être une leçon en aucune mesure à Lomé, pas du tout. L'indépendance des justices bâtit ce principe selon lequel aujourd'hui le Togo peut sévèrement beaucoup plus condamner, peut relaxer peut-être, bien des choses peuvent se passer du côté du Togo parce que le Togo a un plus grand élément dans cette histoire, dans la réunion des éléments constitutifs des infractions à l'encontre de chacun des individus. Le Togo a l'élément territorial, c'est-à-dire l'élément territorial, et peut même trouver l'élément matériel le plus facilement possible, parce que le Togo, c'est sur le territoire togolais que les faits se sont produits. Maintenant, est-ce que, parce que Steve Amousou est kidnappé, est-ce qu'il pourrait être écouté par coopération judiciaire? Sans coopération judiciaire outre mesure, et beaucoup plus dans le compromis politique, on est le sujet du verdict de la décision béninoise. Est-ce que du côté de Lomé, pour rendre la décision sur le national ou même les Béninois cités dans l'affaire, est-ce qu'ils ont, eux, à user de la coopération judiciaire ou en toute souveraineté? Diront, la justice, selon son cas d'école, créera également les moyens de rendre sa décision à la façon. Mais je crains que la suite de cette affaire, je sais pas, il n'y a pas un coup de main politique en continuation. C'est-à-dire, je m'explique un peu plus. Je crains que la même dynamique politique, l'entente, cette petite compréhension, surtout, pourquoi ne pas classer ces affaires sans suite? Ne serait-ce que le temps de l'oublier, je ne sais pas, 1 an, 2 ans, j'en sais rien. Et après, on pouvait, l'adrénaline serait descendre. Je ne sais pas à combien de kilopascales de pression vont descendre un peu. La pression va descendre de part et d'autre. Et même si vous sentez dans l'opinion, vous voyez, l'affaire Rumbi n'a plus la même incidence avec la volte-face de l'opposition, avec ce qu'on appelle ces herbes très bien et soigneusement coupées sous les herbes. De ce sort que nous connaissons là, est également celle de ce qui peut bien arriver aux Béninois qui sont cités du côté de Lomé, qui sont toujours qui relèvent toujours de la détention préventive pour une solution
qui continue selon les autorités judiciaires. Vigile, on sait quelle pourrait être la confiance ou le niveau de confiance de la population togolaise envers ces institutions judiciaires dans cette affaire. Vous parlez précisément de cette affaire-là? Oui, puisqu'on a vu la société civile togolaise s'émouvoir par rapport à cette affaire. Ben écoutez, ils auront juste peut-être à reprouver cette option du gouvernement togolais, mais pas plus. Qu'est-ce que vous pensez que les citoyens togolais puissent faire, même s'ils ne sont pas d'accord? Pas plus que au Bénin. Donc pour moi, oui, la société civile effectivement avait donné de la voix à l'époque. Est-ce qu'elle va être disons d'accord avec cette option? C'est son droit de ne pas être d'accord, mais elle n'a pas le levier. Le levier est détenu par le politique. Le politique donne le ton au judiciaire. Et voilà, donc on s'en tient à cela. Peut-être qu'il y aura, je sais pas, des recours, je n'en sais rien. Même le frère Oumvi, on l'a pas appris. Enfin, je dis frère Oumvi, Steve Amoussou, on n'a pas appris qu'il ait fait appel, par exemple, de cette décision. Donc, même ici, déjà, ça sentait un arrangement politique. En tout cas, au bas mot, un arrangement avec le Steve Amoussou. La preuve, c'est qu'il n'a pas fait appel. S'il avait fait, ben, on l'aurait su à travers ses avocats. Donc, je crois qu'il a comme un arrangement qui est en train d'être trouvé de part et d'autre. Et ce que on observe aujourd'hui à travers donc la position officielle des autorités togolaises, ce n'est que, on va dire, l'arrangement supra. Simplement. Sur le procès en cours du 18 novembre prochain, les éléments de preuve, Lomé pouvait les fournir dans cette posture qu'elle adopte aujourd'hui? Bon, normalement, c'est une coopération judiciaire qui est à souhaiter dans ce qui est arrivé là. Maintenant, quand on voit le ton modéré, n'est-ce pas, conciliant du secrétaire général du gouvernement togolais, on peut penser que ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible, mais c'est pour quel but, c'est pour quel résultat, lorsqu'on sait que dans tous les cas, le procès à Cotonou a montré le ton. L'objectif n'était pas vraiment de faire justice ou de laver l'affront fait à Lomé véritablement. C'était sauver quelqu'un, et ça a été le cas. La preuve, vous avez vu les peines infligées aux concernés. Les historiens à Cotonou, Porto-Novo et ailleurs disent même qu'on ne sait pas si ces gens-là sont véritablement en prison. La preuve, c'est que moi j'ai vu, il y a eu plusieurs fois sur les réseaux sociaux des curiosités du genre, ils sont où, ils sont passés, où ils sont, dans quelle prison précisément, mais même aucun organe de presse n'a trouvé d'intérêt à aller nous dire, bon voilà, telle personne sont dans telle prison authentifiée. N'est-ce pas le rôle des avocats de Steve Amoussou de nous dire où sont ces personnes impliquées dans son dossier déposé? Non, c'est pas leur rôle. Leur rôle, c'est sortir le frère, enfin, Steve Amoussou d'affaires. C'est défendre les droits, n'est-ce pas, de Steve Amoussou. C'est pas leur rôle d'aller dire où sont gardés donc les ravisseurs de Steve Amoussou. Pas du tout. Martial Agoliago, sur cette question, Lomé désormais a fourni des informations clés à la justice béninoise. Quand on se rappelle qu'il est répandu dans l'opinion publique, qu'on n'a pas pu quand même garder le téléphone portable de Steve Amoussou. Il est vrai que la société civile togolaise et l'opposition critiquent toujours cette décision du gouvernement togolais. Mais vous allez constater une chose, la sortie a été claire. C'est que les ravisseurs qui ont été condamnés au Bénin, d'accord, ont été exemptés en fait. Au Togo, c'est ça la réalité des choses. Donc, qu'est-ce que vous attendez en fait? La condamnation a été claire ici au Bénin. L'affaire de Fagla, Médégan Fagla, il a été donc lavé de tout soupçon. Donc, c'est-à-dire que désormais, il est libre. Voyez-vous à ce niveau-là. Donc, je pense que c'est vrai, les critiques vont bon train à Lomé, certes, mais le gouvernement est toujours ce qu'il est. Voyez-vous, le gouvernement est toujours ce qu'il est. C'est dire que je pense qu'il faut privilégier en fait l'intérêt général que l'intérêt personnel, parce que en fait pousser le gouvernement par exemple à aller contre le Bénin, non, pas aller contre le Bénin, a dit le droit tout au moins. Écoutez, comme l'a dit Vigile, le gouvernement béninois s'est empressé, en fait, je dirais la justice béninoise s'est empressée, d'accord, à condamner les ravisseurs. Est-ce que vous voyez?
Donc, ça a été fait. Maintenant, pourquoi voulez-vous encore que le Togo condamne en fait les mêmes ravisseurs? Est-ce que vous voyez? C'est ça la réalité des choses. Donc, le Togo a été clair. Ils ont été condamnés au Bénin. Nous n'allons plus en fait les poursuivre pour le même fait. C'est très simple. C'est très simple. Maintenant, c'est dire que désormais, d'accord, tous ceux qui veulent s'aventurer sur ce terrain, quand je parle de ceux, c'est-à-dire, je parle du cas on vit, il faudrait qu'ils sachent raison garder, parce que mener des critiques acerbes du genre et se retrouver donc à la porte, je dirais. Donc, Lomé n'est plus le refuge. Mais ne peut plus être le refuge des Béninois. De quel refuge parlez-vous en fait? Vous allez critiquer le Bénin de la sorte et rester tout près là où je peux marcher à pied pour traverser. C'est tant pis pour vous. Donc, il a été pris en sandwich et il faudrait que les autres aussi sachent raison garder, c'est tout. William Cliquant, avant d'aborder cette question de cueil des Béninois à Lomé, surtout ceux qui sont en disgrâce avec le pouvoir, ceux qui critiquent le régime de Patrice Talon. Alors, dites-nous, est-ce qu'on n'a pas raison de croire que Lomé va coopérer de façon judiciaire et envoyer des éléments de preuve ou laisser même la police béninoise perquisitionner le domicile de Steve Amoussou? Avant d'en venir à votre question, je ne suis pas forcément très d'accord avec Martial. Vous savez, je ne sais pas combien de gens sont encore courageux dans ce pays pour révéler des affaires sulfureuses au sommet de l'État. Je n'ai jamais entendu personne contredire officiellement des choses que vous conviez. Je n'encourage pas sa posture. Je n'encourage pas les injures. Je n'encourage pas l'outrecuidance, la grandiloquence injurieuse. Je n'encourage pas cette posture des fugitifs. On dit qu'on défend le reste des Béninois, mais on ne vit pas les mêmes peines que nous. On n'est pas soumis à la même cherté de la vie que nous. On n'est pas soumis à l'autocensure que nous subissons dans nos médias. Bref, je n'encourage pas du tout cela. Mais je dis que si au pays il n'y a plus de médias presque, si au pays il n'y a plus d'intellectuels qui puissent parler, sinon ils sont tous voués aux gémonies. On envoie de jeunes acteurs politiques pour aller les lécher médiatiquement sur des plateaux tout un week-end durant. Si des gens ailleurs ont au moins de quoi lever la voix et qu'ils ont les armes et surtout les preuves de ce qu'ils allèguent, parce que il n'y a que preuves qui soient rançon du droit, qu'ils ont les moyens d'alléguer ce qu'ils allèguent, je ne les décourage pas. Ce que je leur refuserai, contrairement à Rumbi, c'est d'être dans la dérive. Vous savez, quand vous dénoncez le non-droit, vous vous assurez d'être dans le droit. Sinon, quand vous avez ne serait-ce que votre tout petit orteil, le dernier soit-il de votre pied, sur la passerelle du non-droit, c'est sur ce petit détail que votre détracteur que vous dénoncez ou que votre adversaire que vous dénoncez, c'est sur ce détail qu'il vous prend et il va trouver le moyen de vous avoir ne serait-ce que sur cet orteil-là, alors qu'il y a qu'à bien des égards, vous avez raison. Donc, je dis pas de ceux qui pensent qu'on assume ses actes quand on dénonce politiquement. J'ai connu des gens qui ont encouragé dans ce pays des acteurs politiques, des médias à dénoncer des choses terribles, même sans preuve, même contre les règles déontologiques de notre métier sur des plateaux de télévision. Ça a servi à ce que des gens soient à la tête du Bénin aujourd'hui et que les très nombreux et sulfureux scandales qui ont prévalu sous Yahi ne continuent pas à nous éclabousser chaque matin au point où les Béninois ont dû déposer ce système à un moment donné pour en prendre un autre. S'il est mieux, je ne sais pas, mais ça a permis au peuple d'être éclairé. Par contre, je n'encourage pas les dérives dans la dénonciation. Entre-temps, quand j'ai fini de dire ça, ce que vous dites, la coopération judiciaire n'envoie pas la police béninoise à Lomé perquisitionner chez vous. Pas du tout. La coopération judiciaire, pour le peu que j'en sais, ne permet pas à notre... C'est pas comme si le Togo devenait le Bénin le temps de ces enquêtes. La coopération judiciaire voudrait soit pas le mécanisme d'Interpol dans le cadre de l'exécution des mandats ou dans le cadre des perquisitions et tout, que nous fassions pleinement confiance à la police judiciaire pour nous collecter les éléments de preuve qui, entre-temps, seront reversés par coopération judiciaire toujours à la justice béninoise, donc au juge d'instruction qui va poursuivre son travail. Donc, ne croyons pas au miracle, pas du tout. Encore que jusque-là, il faut que le Togo soit consentant. Il faut que le Togo puisse être d'accord et je sais pas, ces 5-6 minutes d'intervention du secrétaire général du gouvernement togolais, ne serait-ce que pour apaiser une tension avec cette toute première sortie, ne me donne pas forcément toutes les garanties. C'est pour cela que précédemment je disais que d'un côté comme de l'autre, cette affaire peut basculer.
appeler au judiciaire, c'est-à-dire après les débats prétoriens, ou même avant le prétoire, après l'instruction du côté du... Maintenant, quand c'est légitime que vous demandiez si c'est la porte ouverte à la grande amitié judiciaire. Non, je ne le crois pas. Parce qu'il y a des antécédents qui pourraient s'ouvrir. Je l'ai dit dans une précédente intervention. L'antichambre des opposants, Dieu seul sait qu'ils ont bien des choses à reprocher à Moïse, comme certains opposants reprochent des choses à Manifestant. C'est aussi un moyen de lancer une pierre dans le jardin de ces opposants qui pensent que c'est derrière les frontières qu'il faut, comment on appelle, se prévaloir ou laisser entendre dire qu'on défend les intérêts. J'ai peint le tableau tout à l'heure où les conditions ne sont pas les plus brutantes pour un rien. Vous retrouvez peut-être derrière les barreaux dans des conditions qui s'expliquent de droit et de façon légitime. Très peu, c'est vrai, mais il ne faut pas rester outre-Méditerranée et envoyer des leçons sur les tropiques. Il y a trop de différences. Ou rester à Lomé. Je ne crois pas au refuge. Je ne pense pas que les possibilités de droit d'asile, de protection, d'immunité politique qu'offre le droit international sont des refuges pour des gens qui, pour un rien, ont des choses à voir avec un pouvoir dans leur vie, disparaissent. Je ne crois pas non que c'est à travers des gangs, des groupes organisés d'une orthodoxie zéro, qu'il faut aller, à défaut de toute coopération judiciaire, chercher des gens qui accablent, qui dérangent, et au nom de ce principe, je dis, le Togo